Madame, Monsieur, bonsoir. L'actualité de cette soirée porte un nom, football. Le football et son cortège de matchs retour des demi-finales européennes. Voici les résultats plus que provisoires qui sont en notre possession. Marseille, Sparta Moscou 2-1. Étoile Rouge Bayern 1-2. Et dans la Coupe des vainqueurs de coupe, Manchester, Legia Varsovie 1-0. Juventus Barcelone 1-0. AS Roma Brøndby, le club danois, le match est terminé 2-1. L'AS Roma est donc qualifié. Et puis Inter Lisbonne 2-0. Toujours au chapitre du football, vous saurez que l'AC Milan reste exclu pour une année des compétitions interclubs de l'UEFA. Telle est la décision du jury d'appel de l'UEFA qui siégeait ce matin à Genève suite aux incidents qui avaient ponctué nos images, le match opposant les Milanais aux Marseillais. Deuxième titre de ce journal, l'accord qui vient d'être signé à Bagdad entre le chef rebelle kurde Talabani et le président Saddam Hussein. Voici des précisions en images avec Alec Feuz. C'est Jalal Talabani, le dirigeant du plus important mouvement de rebelles kurdes, qui a annoncé la nouvelle de l'accord à l'issue des entretiens qui ont réuni aujourd'hui le président Saddam Hussein et les 4 mouvements kurdes qui se battent pour l'autonomie du Kurdistan irakien. Selon les termes du leader kurde, l'accord approuve le principe de la démocratie en Irak, insiste sur les libertés et autorise tous les Kurdes à retourner dans leur ville et dans leur village. Aucun détail pour le moment sur les termes de cet accord, mais il est probable qu'ils reprennent l'essentiel de celui de 1970 qui accordait l'autonomie au Kurdistan dans le cadre de l'unité irakienne et garantissait les droits nationaux et politiques des Kurdes d'Irak. Un accord qui ne fut jamais appliqué. À noter que le seul mouvement kurde qui se bat non pour l'autonomie mais pour l'indépendance du Kurdistan irakien ne participait pas à cette réunion et que tous les partis irakiens d'opposition en exil soutiennent le principe de l'autonomie du peuple kurde dans les frontières de l'Irak. On commence à découvrir l'ampleur des dégâts au Costa Rica et au Panama provoqués par le tremblement de terre de lundi. L'aide internationale, elle aussi, commence à arriver et selon un dernier bilan, il y aurait au moins 80 morts et plus de 800 blessés. Récit Muriel Siki. Le séisme a laissé derrière lui un paysage de désolation sur une vaste zone de la côte Caraïbe. Les routes ne sont plus que des amas de béton, de nombreux ponts se sont effondrés et les voies de chemin de fer sont détruites. L'organisation des secours est difficile. Les équipes n'arrivent pas à atteindre les populations isolées par le tremblement de terre. Des ponts aériens ont été mis en place. C'est le seul moyen d'évacuer les blessés. Des hélicoptères et des équipes médicales ont été dépêchés sur place par des pays voisins et par les États-Unis. Des milliers de personnes sont toujours sans abri ce soir et les autorités redoutent que la situation sanitaire, notamment le manque d'eau potable, facilite la propagation de l'épidémie de choléra qui sévit actuellement en Amérique du Sud. Le bilan de ce tremblement de terre risque de s'alourdir au fil des jours. Le Conseil fédéral a adopté ce matin un message portant sur le renforcement de la lutte contre la criminalité économique avec à la clé une modification du code pénal où 4 nouvelles infractions seront prévues. Espionnage informatique, sabotage informatique, escroquerie à l'informatique et vol de temps-machine selon l'expression consacrée. Voici les explications de Georges Plon. Première visée, l'utilisation frauduleuse de cartes chèques, cartes de crédit, bancomates, postomates sera châtiée jusqu'à 10 ans de réclusion. Les titulaires insolvables de ces nouveaux moyens de paiement seront particulièrement surveillés. Les pirates informatiques et les escrocs informatiques, eux, pourront subir jusqu'à 5 ans de réclusion. Les pirates, ce sont les personnes coupables de pénétrer sans droit dans les ordinateurs et d'en voler les données. Les escrocs, ce sont les gens manipulant les données dans un but d'enrichissement. Enfin, les saboteurs informatiques et les resquilleurs informatiques seront punis de l'amende ou de l'emprisonnement jusqu'à 3 ans. Par saboteur, il faut entendre des individus perturbant des ordinateurs, y compris par l'injection d'un virus informatique. Par resquilleur, il faut comprendre des personnages utilisant sans droit les systèmes de traitement de données. Ce sont les tribunaux généralistes d'aujourd'hui qui seront chargés de juger. Le gouvernement fédéral ne croit guère dans la vertu des tribunaux économiques spécialisés. Les tribunaux spécialisés ont naturellement d'un côté des avantages parce qu'ils permettent vraiment la spécialisation, mais d'autre part, ils ont aussi des désavantages parce qu'ils ont quand même tendance de laisser à côté les principes généraux du droit pénal. Alors, c'est la raison principale pour laquelle nous croyons que le système actuel est toujours encore valable.
Le projet de Berne, dans la foulée, permettra aussi de combattre les faux réalisés grâce à la manipulation de systèmes informatiques. Mais le Parlement aura le dernier mot. Le Conseil fédéral s'est ensuite déplacé à la maison de Watteville pour une séance spéciale consacrée à la réforme sur l'armée et sur le système gouvernemental suisse. Ajoutez à ces deux sujets la question de l'intégration européenne, et c'est demain que nous aurons plus d'informations sur cette séance spéciale lors d'une conférence de presse matinale à Berne. Et puis vous saurez que la question sur la réunification du Jura reste ouverte. Ce matin, le gouvernement jurassien a fait connaître sa stratégie devant le Parlement. Les autorités du nouveau canton s'en remettent à la médiation du Conseil fédéral afin d'obtenir une solution politique au problème jurassien. Et c'est ce printemps encore que devrait se dérouler une réunion tripartite entre le Conseil fédéral, le canton de Berne et celui du Jura. Lundi dernier, vous vous en souvenez, le procureur des Philippines tenait sur la justice helvétique et ses lenteurs des propos très vifs. Il s'exprimait sur la restitution à son pays des fonds placés en Suisse par le défunt dictateur Ferdinand Marcos. Le conseiller fédéral Arnold Koller lui a répondu en ne lui donnant pas entièrement tort. Écoutez. Vous voyez, ces reproches étaient d'une part clairement démesurés. On est tout à fait prêt à donner cette entraide judiciaire aux Philippines. D'autre part, je crois que les Philippines doivent aussi comprendre que notre tribunal fédéral doit avoir et fixer des garanties, comme ils sont par exemple contenus dans la Convention des droits de l'homme de l'Europe. D'autre part, je comprends qu'on fait des reproches à la lenteur. Notre système est fédéraliste et peut-être aussi, c'est typiquement suisse, perfectionniste. Et ce côté-là, nous sommes en train de changer. Il y a un groupe de spécialistes chez moi qui prépare une révision de cette loi sur l'entraide judiciaire. Avant de passer à notre rubrique économique, je vous donne le montant du fabuleux contrat que le Pentagone vient de signer avec la firme aéronautique Lockheed, 95 milliards de dollars, et ce pour la construction de plus de 650 appareils de combat qui s'illustreront dans le ciel de l'an 2000. Voici les explications en images avec Benoît Aymon. I now announce that the ATF team will be composed of the Pratt & Whitney company who designed the F-119 engine, which will be integrated into the F-22. Il y avait deux candidats sur les rangs, Northrop McDonnell Douglas d'un côté et Lockheed Boeing General Dynamics de l'autre. C'est ce dernier consortium qui empoche le morceau. Voici son prototype, le Lightning II, autrement dit l'éclair. Cet avion remplacera à partir de 2005 les fameux F-15 qui ont fait preuve d'une redoutable efficacité lors de la guerre du Golfe. Il est également invisible sur les écrans radars ennemis, mais par rapport à cette première génération d'avions furtifs, le F-117 qui a également fait ses preuves dans le Golfe, le nouveau chasseur furtif est nettement plus rapide et sensiblement plus manœuvrable. Ce nouveau chasseur est capable de gagner très rapidement de l'altitude avec des angles de montée impressionnants. Il est en mesure de virer soudainement et radicalement à des vitesses supersoniques, ce qui pourrait révolutionner les tactiques de combat aérien. L'annonce de ce contrat du siècle a bien évidemment été accueillie avec enthousiasme dans le camp Lockheed. Un chèque de 13 milliards de dollars pour la seule mise au point de l'appareil, 95 milliards au total. La réalisation de ce projet entraînera la création d'au moins 7000 emplois. Peu de mouvements par contre sur les marchés boursiers. Aujourd'hui à Tokyo, les investisseurs n'étaient pas très actifs dans l'attente de la réunion du groupe des 7 ce week-end et l'annonce de statistiques portant sur l'économie américaine et japonaise. L'indice Nikkei s'affichait en recul de 0,6%. Quant au dollar, une nouvelle intervention de Banque centrale européenne a eu raison de sa récente escalade et le billet vert s'affichait à la baisse contre la plupart des devises. L'activité n'était pas très grande à Zurich, où l'on a clôturé plus ou moins au même niveau qu'hier. Durant la séance, on a assisté à une forte hausse des titres sous le zère suite à l'annonce de l'ouverture du capital nominatif aux investisseurs étrangers. Le temps probable pour demain jeudi, même temps qu'aujourd'hui, à savoir un savant dosage de soleil et de nuages et une température qui l'après-midi atteindra 13 degrés. Évolution pour vendredi et samedi, précipitations, nuages et la limite des chutes de neige qui sera comprise entre 700 et 1200 mètres. Voilà, fin de cette édition, place au cinéma avec un excellent film que je vous laisse découvrir. À demain, merci, bonsoir.